Amis auditeurs, bienvenue à cette édition de mardi. Nous sommes aujourd'hui mardi 5 mars. Nous nous excusons vraiment pour ces grands retards. C'est dû à des petits problèmes techniques, mais nous allons aujourd'hui recevoir, comme vous avez vu dans les annonces, nous allons recevoir Son Excellence, Madame l'Honorable, elle a beaucoup de titres, Eve Bazaïba, qui est ministre d'État sortant du gouvernement de la République démocratique du Congo. Nous allons le découvrir aujourd'hui. Il est temps déjà de la saluer d'abord. Alors, bonsoir, Son Excellence honorable Eve Bazaïba. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs au téléspectateurs. Et voilà, merci beaucoup. Alors, nous allons passer ce moment ensemble pour échanger avec vous. Nous ne serons pas seuls, nous serons avec nos correspondants et les chargés de rubrique. D'abord, il y a Madame Patricia Temouni qui est depuis la Grande-Bretagne. Bonsoir, Madame Patricia Temouni. Bonsoir, Père Jean-Pierre. Bonsoir, Excellence. Voilà, merci d'être avec nous. Nous avons aussi notre correspondant de France, le professeur Alfred Echango. Bonsoir, prof Alfred. Bonsoir à notre député Eve Bazaïba et bonsoir à Patricia, bonsoir à tous nos téléspectateurs et auditeurs. Voilà, merci beaucoup. Et puis, alors, nous avons aussi notre correspondant d'Espagne, même si pour le moment, il est absent d'Espagne. Alors, Monsieur Yves Cacha, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Yves. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir, cher. Voilà, merci beaucoup d'être avec nous. Donc, aujourd'hui, comme nous l'avons dit, nous allons recevoir notre ministre qui est députée, mais ce n'est pas tout. Elle va un peu se représenter elle-même un peu rapidement. Alors, à part ce que les gens vous connaissent, mais vous avez beaucoup de titres, nous allons essayer de voir un peu, puisque à part le fait d'être ministre d'État, vous avez été réélu maintenant, et puis vous êtes aussi avocate, vous êtes aussi secrétaire général de votre parti. Alors, si vous pouvez un peu, peut-être que j'ai oublié quelque chose, vous avez encore un titre comme ça au niveau international. Oui, je pense que c'est bon comme ça, Père Jean-Pierre. C'est l'essentiel, ce que vous avez dit. Je suis député national, ministre d'État sortant, je suis avocat, je suis consultante en droits humains, droits spécifiques des femmes et des enfants, secrétaire général de mon parti. Et puis, voilà, je préside dans l'organisation des mouvements des femmes. Mais voilà, je pense que c'est mieux qu'on s'arrête là. Je suis grande-mère. Voilà. Voilà, en tout cas, on va passer de bons moments aujourd'hui. Nous savons d'abord, nous savons très bien que vous êtes une dame dynamique et vous avez beaucoup de gens qui apprécient votre dynamisme comme aussi politicienne. Et aujourd'hui, nous allons un peu découvrir, puisque vous avez été auparavant vice-premier ministre et puis maintenant ministre d'État. Vous avez donc vous occupez encore de grandes responsabilités dans le gouvernement de votre pays. Et nous allons essayer de parcourir un peu ce que vous avez fait, puisque vous avez participé à beaucoup de réunions. Je ne sais pas si nous allons même finir aujourd'hui à parler de toutes ces réunions au niveau international. Et vous avez aussi organisé au niveau de votre pays, à Kinshasa, des rencontres. Mais aujourd'hui, nous allons essayer un peu de voir un peu votre parcours comme ministre, mais aussi comme surtout politicienne. Ça sera à vous aussi de nous dire un peu quel aspect nous allons aborder, puisqu'on ne peut pas finir tous les aspects de votre vie. Mais avant de le faire, je voudrais d'abord que nous puissions suivre ensemble cette petite vidéo qui trace un peu une des rencontres que vous avez eues durant votre mandat comme ministre du gouvernement.
et messieurs, au nom du président de la République démocratique du Congo et de son gouvernement, je voudrais remercier l'hospitalité du Royaume de la Suède et l'accueil chaleureux. C'est un réel plaisir pour moi de me trouver devant vous pour la commémoration des 50 ans de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement. Cet événement heureux coïncide avec les 50 ans d'existence de l'action environnementale dans mon pays et la création du portefeuille de l'environnement et la protection de la nature. Mesdames et messieurs, une planète saine pour la prospérité de tous, c'est notre responsabilité. 50 ans durant, nous avons plus détruit la nature et nous n'avons pas pu atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés dans le cadre du programme des Nations Unies pour l'environnement. Si la RDC, mon pays, a pu conserver ses atouts environnementaux jusqu'à ce jour, c'est grâce à la volonté de ses dirigeants et de son peuple pour protéger l'environnement en vue des générations présentes et futures. La RDC a l'honneur pour se faire aujourd'hui d'abriter les travaux préparatoires de la COP 27 en partenariat avec la République arabe d'Égypte. Face à la triple crise planétaire, le changement climatique, perte de la biodiversité et pollution, la RDC se présente désormais comme pays solution. Dans une approche contributive, nous présentons notre potentiel forestier, nos tourbières, nos minéraux stratégiques et nos ressources en eau comme une solution à cette crise mondiale. Ceci en vue d'atteindre l'atténuation de la température planétaire à 1,5 degré Celsius et nous adapter à la nouvelle donne du climat. Les forêts congolaises au sein du bassin du Congo séquestrent plus de 140 gigatonnes de dioxyde de carbone. Avec l'appui de l'Union européenne et le Royaume de la Belgique, les récentes études scientifiques basées sur les observations faites à partir de la tour à flux installée dans la réserve de biosphère de Yangambi au nord-est de mon pays attestent que les forêts du bassin du Congo sont actuellement le premier poumon mondial en termes de capacité de séquestration de carbone. Global lung when it comes to carbon sequestration. My country n'a pas bénéficié suffisamment de fonds climat. C'est pourquoi nous attendons un financement équitable en échange des services rendus par nos forêts et par application du principe pollueur-payeur. Cette compensation ne doit pas être considérée comme une aide au développement, mais plutôt un droit face aux sacrifices consentis par notre peuple pour la préservation de ses potentiels. La RDC est disposée à de sérieuses discussions pour l'avenir durable. Pour terminer, je voudrais attirer l'attention de la communauté internationale que la RDC, en tant que pays solution, fait face à des problèmes sérieux pour son environnement, notamment les conflits armés à l'est du pays et soutenus malheureusement par certains pays voisins à qui nous demandons de respecter la souveraineté de notre pays. Pour sauver l'humanité, nous n'avons pas le temps à perdre. Il faut agir maintenant. C'est la parole de Sa Majesté le Roi Gustave, à qui nous rendons hommage à ces jours. Alors, Excellence, là c'était lors d'une de vos rencontres au niveau international, précisément à Suède, et vous avez participé en fait à beaucoup de rencontres. Alors, quel est l'état actuel, par exemple, de l'environnement et des développements durables dans votre pays?
Est-ce que vous m'entendez? On dirait qu'il y a un problème encore de connexion. Alors, ça commence bien. Nous allons continuer le débat entre nous en attendant qu'elle puisse nous rejoindre. Donc, c'est le problème de connexion, nous le savons bien. Et entre-temps aussi, il y a notre ami, je crois, qui va nous rejoindre bientôt, Monsieur Benjamin Babunga, pour nous parler, comme d'habitude, de rappel historique. Il est déjà là. Nous allons d'abord le saluer. Alors, bonsoir et merci d'être avec nous, Monsieur Benjamin Babunga. Alors, il y a problème de son là, on ne vous entend pas. Est-ce que vous m'entendez? Et voilà, maintenant on vous attend. Alors, merci encore de nous rejoindre aujourd'hui. Nous avons perdu notre invité du jour et doit avoir des problèmes de connexion. On est en République démocratique du Congo. Alors, en attendant qu'elle rentre, qu'est-ce que vous nous apportez aujourd'hui comme rappel historique? Alors, comme dans mes habitudes, je sélectionne des dates qui coïncident avec les dates que nous avons au cours de la semaine durant laquelle nous avons l'émission. Et cette semaine étant celle qui va du 4 au 9. Donc, j'ai essentiellement sélectionné deux dates, notamment la date du 7 et la date du 8 mars. Donc, j'ai trouvé deux événements majeurs qui se sont déroulés en République démocratique du Congo. D'abord, c'était le 7 mars 1977, 77 comme on le dit chez nous, où l'on a assisté à ce qu'on peut qualifier du déclenchement de la première guerre du Chaba, qui est aussi connue comme étant la guerre de 80 jours. Alors ce jour-là, le 7 mars 1977, il y a un groupe rebelle d'à peu près 1500 hommes qui va traverser la frontière zaïroise en provenance de l'Ouganda, plutôt de l'Angola, et qui va envahir certaines localités de la riche région du Chaba. Ce groupe rebelle se constitue sous ce qu'on va appeler le FNLC, le Front National de Libération du Congo, et qui sera chapeauté par le général Nathanaël Mbouba. Le même jour, le 7 mars, ils parviennent à conquérir certaines localités, notamment Kapanga et Kisenge Manganese, qui vont tomber le même jour. Alors, il faut noter que c'est un groupe qui avait le soutien à la fois de l'Angola et du Kiba. Et l'Angola, où le gouvernement angolais soutenait ce groupe, étant donné que dans l'entretemps, il y avait aussi le président Mobutu qui soutenait aussi la rébellion de l'UNITA, qui faisait aussi rage au niveau de l'Angola. Donc, les deux localités de Kapanga et de Kisenge Manganese vont tomber le 7, et dès le lendemain, il y a d'autres localités qui vont tomber, notamment Dilolo, Kassaji et aussi Muchacha. Donc, du côté de l'armée zaïroise, on sentait que l'armée n'était pas aussi préparée à pouvoir contenir cette rébellion, ce qui fait que le président Mobutu va immédiatement faire recours à son ami Valéry Giscard d'Estaing, le président français, qui aussi va faire un plaidoyer auprès du roi Hassan II du Maroc, ce qui fait qu'il y a des éléments marocains qui vont descendre dans le Chaba pour pouvoir intervenir aux côtés des Zaïrois et arriver à la victoire finale. Les FNLC vont finalement rebrousser chemin et rentrer en Angola. Il faut aussi noter qu'après cette première tentative, il y a aussi une deuxième tentative du même groupe qui va être opérée l'année suivante, en 1978, plutôt 1978. Ils vont aussi essayer, une fois de plus, à attaquer certaines localités de la riche région du Chaba, le Katanga actuellement. Et cette aventure ne va pas malheureusement aller trop loin, ce qui fait que tous ces éléments du FNLC vont aller s'isoler en Angola. Et c'est eux qui porteront le nom des fameux tigres, dont certains seront d'ailleurs ramenés par Mzee Laurent Désiré Kabila lorsqu'il va lancer sa rébellion en 1996. Le deuxième événement que j'ai aussi retenu, c'est par rapport à la date du 8 mars. Et là, je vois le 8 mars 2009 où l'équipe nationale de la RDC, constituée des locaux, avait remporté le premier championnat Chan. C'est un championnat qui réunit l'ensemble des
des joueurs qui évoluent sur le continent africain. Et en 2009, il y avait la toute première édition qui avait été organisée en Côte d'Ivoire et la RDC va avoir l'opportunité de pouvoir se qualifier jusqu'à la finale. Donc la finale va se jouer ce jour-là, le 8 mars 2009, entre la RDC et le Ghana. Et la RDC parviendra à battre le Ghana par 2-0. Le premier but marqué par Dioko Kaliuituka à la 46e minute. Et le deuxième but sera marqué par Mbeza Bedi à la 76e minute. Donc ça a été des moments d'euphorie, des moments de joie pour toute la RDC ce jour-là, lorsque l'équipe composée des locaux avait remporté le premier championnat CHAN organisé en Côte d'Ivoire face à l'équipe du Ghana. Donc voilà les deux événements en termes de rappel que j'ai retenus et que j'ai voulu partager avec ceux qui sont en train de nous suivre actuellement. Merci, merci beaucoup, M. Babunga, pour le rappel historique que nous avons récupéré son Excellence, Madame Bazaïba, qui va maintenant un peu nous parler de tout ce qu'elle a réalisé comme ministre de l'Environnement et du Développement pendant de longues années. Alors, nous sommes à votre écoute, son Excellence. Oui, merci beaucoup. J'aimerais d'abord essayer de situer de là où je me trouve. Je suis présentement à Kisangani pour le lancement d'un programme du ministère de l'Environnement dénommé Programme de gestion durable des forêts. Je voudrais aussi, par respect à tous correspondants, ainsi que tous ceux qui nous suivent, si la prochaine fois je pourrais participer dans de bonnes conditions techniques. Vraiment, je présente mes sincères excuses. J'ai loupé 12 minutes de suite de cette émission. Alors, j'avais été nommé le 12 avril 2021 comme vice-premier ministre, ministre en charge de l'environnement et de développement durable. L'investiture a eu lieu le 26 avril et j'ai réellement commencé le travail tout de suite après. Il y avait le programme du gouvernement, donc j'émarge donc de pilier 10 du gouvernement sur les grandes lignes, les grands axes, c'est remettre la République démocratique du Congo dans son leadership naturel, environnemental, parce qu'en termes de potentiel environnemental, ressources naturelles, nous les regorgeons, mais on a été resté longtemps, alors très longtemps, en marge de tout ce qui s'est passé dans le monde, à l'échiquier international en matière environnementale. Il y avait aussi la deuxième axe, c'était la transformation de nos ressources naturelles. Donc, les liens plutôt qu'on devait faire entre nos ressources naturelles, l'économie en vue d'un développement durable. Et troisième axe, c'était la bonne gouvernance en matière environnementale, allant de gestion des forêts, gestion de la biodiversité et aussi la gestion des déchets. Et autre axe, c'était l'intégration de questions climatiques. Le climat, parce que lorsque nous avons en 2011 adopté et promulgué la loi portant principes fondamentaux de protection de l'environnement, la donne climat, donne taxe carbone, crédit carbone n'y était pas incluse. Voilà pourquoi j'avais donc cette responsabilité-là. Il faut aussi tenir compte de l'environnement assainissement sur les questions de gestion des déchets, que ce soit des déchets biodégradables et non biodégradables. Voilà un peu tout ce qui entourait donc mon travail au niveau du programme du gouvernement. Vous le savez, un ministre, c'est un exécutant. J'exécute donc le programme du gouvernement. Alors, sur les 3 années, donc bientôt, ça sera 3 ans, c'est 2 ans et demi, j'ai essayé de faire un effort sous la coordination évidemment du Premier ministre et cette vision-là que le chef de l'État avait implémentée dans son programme du gouvernement. J'ai ramené, sans fausse modestie en tout cas,
la République démocratique du Congo aujourd'hui dans l'échiquier international. Là, c'est vraiment grâce à Dieu, c'est une réussite avec l'apport de l'administration, mon cabinet et les autres ministères sectoriels concernés. Tous les salons du monde, nulle part on ne peut parler de matière environnementale sans citer la RDC. Notre comeback environnemental, si on peut utiliser cette expression, c'était lors de la COP 26 à Glasgow, parce que c'était en 2021, au mois de juillet déjà, j'avais présenté les 10 mesures sur l'aspect de gestion gouvernementale et en juillet même, j'ai participé aux travaux préparatoires de la COP 26 qui était organisée par la Grande-Bretagne en collaboration avec l'Italie. Et j'ai pu, du point de vue de la loi, faire réviser la loi portant principes fondamentaux de protection de l'environnement en y intégrant la donne climat, taxe carbone. Et à partir de là, je viens de mettre en place la structure dénommée l'autorité de régulation du marché du crédit carbone. J'ai pu, avec le ministre de l'Industrie ainsi que Madame la Mine, lancer l'approche des transformations locales de nos minéraux. Parce que là-dedans, il y a aussi des minéraux stratégiques qui concernent le ministère de l'Environnement par rapport à ce que ces minéraux aident à atteindre les objectifs d'atténuation de la température planétaire à 1,5 degré Celsius. Il s'agit des minéraux critiques que l'on connaît qui nous amènent vers la transition écologique ou la transition énergétique. J'avais pris la mesure de suspendre l'extraction des grumes brutes. Donc, ce que vous voyez, les grumes qui passent, ce sont les grumes qui étaient autorisées depuis longtemps. Mais depuis qu'on était là, on n'a plus donné des autorisations d'exportation des grumes brutes jusqu'à nouvel ordre. Parce que notre code forestier prévoit à ce que lorsque un exploitant forestier exploite à une certaine quantité de grumes, 30% peuvent être exportés, mais 70% transformés localement. J'ai pu aussi mettre en place, parmi les 10 mesures que j'avais prises, la révisitation, donc la mise en place d'une commission de révisitation de tous les contrats des concessions forestières octroyées en République démocratique du Congo, que ce soit les contrats d'exploitation. Avant que vous ne soyez au gouvernement. Pardon? Donc, c'était toutes les concessions ou bien les contrats qu'on a signés avant que vous n'entriez. Oui, des contrats, oui, avant que je n'entre au gouvernement. Depuis que je suis au gouvernement et je suis partante, je n'ai jamais signé un seul contrat de concession d'exploitation, c'est-à-dire exploitation. Je viens actuellement de signer les contrats de conservation, les concessions de conservation. Donc, j'ai procédé à la révision de tous les contrats de concession octroyés en République démocratique du Congo depuis que le pays existe comme pays. Alors, nous avons pu résilier un très bon nombre de contrats. Nous avons renouvelé d'autres. On a procédé à la mise en garde de ce qui était presque en ordre. Et nous avons aussi commencé la signature des contrats de conservation, que tout ce qui était résilié, nous les avons récupérés pour les comptes de la République. Je vous informe que ça peut être des espaces forestiers qui peuvent envoisiner 2 fois la Belgique, que nous avons pu récupérer parce que ces concessionnaires n'ont pas respecté les normes environnementales, les codes forestiers, par exemple, le plan d'aménagement, des assiettes, des coupes, les taxes, la superficie annuelle et tout ça. Ils n'ont pas respecté cela et ça, c'est un motif de résilier les contrats. Il y en a qui ont reçu de manière frauduleuse. La fraude corrompt tout. Nous avons donc pu signer des arrêtés donc, de résiliation de contrat.
Alors, nous pouvons aussi citer ces Kambak pour confirmer notre position. Tout de suite après la COP 26, nous nous sommes impliqués, on a obtenu des travaux préparatoires de la COP 27. La COP, ce sont des conférences des partis qui parlent du climat. C'est des grandes messes, c'est des grandes rencontres internationales qui aident à faire le point de l'avancée des engagements pris par les États pour le climat. Et là, la RDC s'est permise à organiser ces rencontres en deux segments. C'est la première fois que ça s'organisait dans le monde. D'abord, le segment des scientifiques à Yangambi en 2022, en début septembre, et le octobre, c'était le segment des politiques en République démocratique du Congo, donc à Kinshasa, au Palais du Peuple. Et nous l'avons fait conjointement avec l'Égypte. Mais je voudrais souligner que la prise en charge totale a été par la République démocratique du Congo. Donc, on n'a pas fait recours, comme d'habitude, au partenariat. Ça, c'était aussi une approche que j'ai implémentée au sein du ministère de l'Environnement, de l'auto-prise en charge. C'est les retombées de cette auto-prise en charge fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de commencer un projet très, très ambitieux de la construction du centre qui va s'occuper des systèmes de surveillance de nos forêts. Le bâtiment va être construit au ministère, à l'université de Kinshasa, à côté de la faculté de l'agronomie, parce que là, il y a un laboratoire où nous travaillons en étroite collaboration avec la NASA sur la surveillance forestière, avec l'appui des partenaires ERA et WC, ceux qui s'occupent des crédits carbone. Donc, tout ce qu'il y a comme retombées dans nos crédits carbone, au lieu de commencer par donner des primes à des agents du ministère de l'Environnement, à part la quotité qui est réservée à la population locale, à la province, et ce qui est parti, ce qu'on a affecté dans les trésors publics, la quotité du ministère de l'Environnement, nous avons pensé investir d'abord pour la surveillance de nos forêts parce que les satellites coûtant cher et compte tenu de la sécurité aussi de notre pays, on ne peut pas continuer à laisser partenaires seulement internationaux à eux seuls de surveiller nos forêts sur tout le territoire. Donc, ces bâtiments, la construction des bâtiments... Madame la ministre, je vais vous laisser la parole. Une petite question d'abord, seulement de curiosité. Vous avez fait à l'université plutôt le droit, mais vous vous retrouvez à l'aise aussi à gérer, disons, un ministère comme ça de l'environnement avec des compétences derrière, puisque on a vu, comme vous venez de dire, vous avez participé à plusieurs réunions, plusieurs rencontres au niveau international, et vous avez aussi travaillé au niveau local. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes adapté comme ça facilement au ministère de l'Environnement? On pouvait dire que quand on voit ce que vous faites, c'est comme si vous avez plutôt une spécialisation disons, en agronomie. Bon, je commence d'abord à dire que c'est la grâce. Deuxièmement, peut-être parce que Dieu a fait que je sois né dans la forêt. Moi, j'ai au village. Je n'ai pas eu la grâce d'être né dans un hôpital. Lorsque ma mère m'a engendré, ce sont les feuilles de bananes. Des bananiers qui m'ont accueilli. Oui, c'est vrai, c'est la vérité. Bon, on accepte, Excellence. C'est la vérité. Je suis né au village. C'était des sages-femmes, les belles tantes de ma mère qui l'ont fait accoucher. Je suis né dans ces conditions-là, peut-être. C'est ça. Et aussi, parce que j'ai été appuyé quand même, il faut le dire, par le gouvernement. J'ai eu toutes les facilités nécessaires en termes politiques, pas nécessairement en termes financiers, mais en termes politiques, où le Premier ministre m'a laissé les marges de manœuvre et le chef de l'État a appuyé mon action. Et le plus important, c'était la vision donc du chef de l'État qui a placé le ministère de l'Environnement, c'est pour la première fois, à un niveau élevé des instances de prise de décision. Donc, on participe dans des instances de prise de décision. On est là, lorsque j'assume l'intérim du Premier ministre, par exemple, on est dans cette position-là décisive
Et du coup, tous les projets, les idées que je donne, ça passe. Mais il faut aussi dire que les gens me connaissent plus dans la politique politicienne, ne connaissent pas l'autre face des politiques de développement. Je vous ai dit tantôt que je suis consultante en droits humains, droits spécifiques des femmes et des enfants, mais ma dernière fonction au niveau en tant que consultante, c'est directrice exécutive pour l'atteinte dans un bureau qui amène les femmes à atteindre les objectifs de développement durable. Et j'ai commencé par les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement de 2000 en 2015 et de 2015 jusqu'avant que je ne sois nommé ministre, vice-premier ministre. Donc, j'ai travaillé dans le BIF, dans ces bureaux d'études. J'ai été consultante des Nations Unies, j'ai travaillé avec le PNUD. Je ne pouvais pas prendre des positions claires et travailler permanent au PNUD comme j'étais politique dans mon pays. J'ai été consultante du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. J'ai travaillé comme experte de NDI, National Democratic Institute for International Affairs, pour les comptes des pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, j'ai manipulé tout ce qu'il y a comme question développement et pas vraiment environnement. Je suis aussi juriste en droit public international. Ça a constitué des bases et la passion, c'est Ève, on parle à Ève, ça a constitué des bases pour cela. Et j'aime mon pays, j'aime la richesse de mon pays et si on me donne la charge de gérer mon pays, et je suis fier, je suis croyante. Donc j'ai la passion dans l'environnement parce que tout ce que je gère pour le compte de la RDC, c'est Dieu qui l'a créé. Les eaux, la terre, les airs, les forêts, tout ce qu'il y a comme les animaux, les poissons, donc la biodiversité, c'est créé directement par Dieu. J'ai comme l'impression que c'est pas pour rien que je m'appelle Ève aussi. Alors, madame, corriger un peu les jardins de c'est intéressant de vous suivre, c'est intéressant de vous suivre. J'espère que nous aurons le temps encore de vous suivre. Alors, vous avez souligné un aspect important que depuis que vous avez été ministre, vous n'avez signé aucun contrat pour l'exploitation, par exemple, de bois, ainsi de suite. Des forêts. Vous avez aussi résilié certains contrats ou concessions. Et on sait que ce sont des multinationales qui sont derrière. Ça ne nous a pas fait de soucis, de problèmes? Ça c'est terrible. Lorsqu'on touche à des intérêts, ça c'est sûr. Hein, c'est sûr, jusqu'à présent, j'ai des pressions et tout. Mais mon père me disait, quand tu agis, tu fais passer tes actes parmi les peignes des 10 commandements. Si tu n'effraies aucun commandement de Dieu, avance. Et après, dans le monde, je me dis, à part les 10 commandements, je vois la Constitution et les lois et règlements de la République. Ce que j'ai fait, si ça n'effraie aucune loi, aucun règlement de la République, j'avance. C'est ce que je fais, tout simplement. Mais les pressions, j'en ai. J'ai des pressions avec une petite indiscrétion, peut-être, je ne vais pas tout dévoiler. À un moment donné, il y a eu des partenaires internationaux qui m'ont menacé à mort. C'était tellement fort que j'ai contacté le président de mon parti pour qu'à son tour, il contacte le chef de l'État. Et le chef de l'État m'a couvert, avait même donné 48 heures à ses partenaires. On les a conduits dans leur pays. Ce sont des partenaires venant d'un grand pays qui m'avaient obligé en son temps que je puisse leur signer un contrat. Cette fois-là, c'était même des conservations, ce n'était même pas exploitation, de 500 000 hectares. Oh! 500 000, non, pas 500 000, 500 millions d'hectares qu'ils m'ont demandé et ils sont venus avec un calendrier et une cartographie, une carte où ils ont pointé déjà. Et lorsque j'ai vu la carte, ils ont pointé directement. Pour vous imposer. Oui, ils ont pointé directement. J'ai vu que c'était dans la Chouapa et c'était à Mokoto. Moi, j'ai dit, je ne touche pas à Mokoto, je ne touche pas à la Chouapa pour deux raisons. Un, nous avons le parc de Salonga. Deux, c'est là où on vient de découvrir les tourbières et c'est important pour nous, pour la protection de ces écosystèmes. Donc, si vous voulez, on va voir ça ailleurs. Et troisièmement, je leur ai dit,
en tant que membre du gouvernement, ministre, je n'ai le droit de signer qu'un contrat de conservation de 299 000 hectares. Au-delà de ça, c'est le domaine discrétionnaire du chef de l'État jusqu'à 400 000 hectares. Et au-delà de 400 000, il faut une loi au Parlement. Donc, ce que vous me demandez, c'est totalement impossible. Alors, ils me l'ont imposé avec des intimidations et ils m'ont donné un délai. Je me souviens que c'est au mois de mars. Et vous avez résisté. Au mois de mars, un certain mois de mars, ils m'ont dit, d'ici, vous ne donnez pas, d'ici le mois de juillet, vous allez disparaître. Alors, l'appartement où j'étais, j'ai travaillé en privé, avait pris feu. J'ai vu qu'il y avait des tentatives. Je l'ai dit au chef de mon parti, qu'il a dit au chef de l'État, et le chef de l'État m'avait protégé. On a éconduit ces partenaires-là. Jusqu'à présent, le chef de l'État me dit, avance, continue et n'aie pas peur. Voilà, ça c'est un exemple. Les autres, il y en a légion. Les autres, c'est-à-dire plus qui collectent des organisations internationales, la presse internationale. Si vous regardez, ils me savonnent, comme Greenpeace par exemple. Greenpeace passait son temps à écrire Madame Bazaïba a vendu les terres, Madame Bazaïba a vendu les forêts, Madame Bazaïba a vendu. À chaque fois que le pays excellait à l'extérieur, vous voyez dans les réseaux sociaux, dans les médias, j'ai vendu. Faux, archi faux. Je n'ai jamais signé un seul contrat de concession d'exploitation. Je viens de signer 7 contrats de conservation pour les besoins des crédits carbone. 2 concessions dans le sud d'Ubangui, Boudjala et Kungu. 2 concessions dans l'Équateur, Bikoro et Bassankousou. 3 concessions dans la Chopo, Banalia 2, Basoko 1. Et puis, je pense que ça suffit. C'est 7 concessions et je l'ai fait en toute transparence. Les dossiers soient passés dans toutes les directions concernées au ministère de l'Environnement, approuvé par le secrétaire général, mon cabinet, le bureau d'études du travail, tous les processus des clips, des clauses sociales, de tout ce qu'il y a comme processus de signature des contrats en toute transparence. 7 concessions qui vont nous donner beaucoup de moyens par rapport à la vente des crédits carbone, à l'instar de ce que j'ai boosté dans le Maïndomé avec ERA et WWC, où il y a des rentrées de fonds aujourd'hui dans les trésors publics via la vente des crédits carbone que nous avons pu capter. Donc voilà, c'est ça. Vous allez voir les presses internationales m'attaquer et tout, mais bon, ça ne me dit rien parce que, comme on dit chez nous en Lingala, batanga yo na mabe me bakuta yo na mabe te. Voilà. Voilà, c'est comme ça qu'on vous appelle. Je vois souvent certaines personnes vous appeler la dame de fer. Félicitations pour ça. Alors, Madame la ministre, vous allez prendre une petite pause de 2 minutes, le temps d'écouter dans notre rubrique de pensée du jour, et puis nous allons revenir à vous, puisqu'il y a encore beaucoup de choses à dire en tout cas. Allez, pensée du jour avec Madame Patricia Temouni. Les sons. On ne vous attend pas. Merci. Vous m'entendez? Oui. C'est bon. Ok, excusez-moi. Un parcours vraiment exceptionnel, Madame la ministre. Hein. On pourrait l'écouter pendant des heures comme ça, on ne se fatiguerait jamais. Mais bon, je vais plonger dans ma pensée du jour. Ok, donc ma pensée du jour aujourd'hui est inspirée par le parcours des femmes, comme la ministre, et la Journée internationale des droits de la femme qui approche. Elle parle de toutes les femmes dans leur féminité et dans leurs expériences. La voici. J'apprends qu'être parfaite est irréaliste. Pourtant, les femmes, belles en tout, existent bel et bien. La féminité, c'est la douceur, mais c'est aussi savoir faire preuve de fermeté quand la situation s'impose. Être femme, c'est apprendre que les échecs ne sont pas des fatalités et qu'ils représentent une occasion de progresser, d'améliorer la prochaine tentative. Être femme, c'est connaître sa valeur personnelle. C'est se pardonner et s'accepter. Accepter les épreuves comme un élément naturel de la vie. La plus belle expérience d'une femme, ce n'est pas de recevoir, mais de donner.
donner la vie, donner à l'autre la possibilité de pleinement se déployer dans son accomplissement, la vie prend toute une autre saveur quand on sait donner. Il n'y a pas plus grande joie pour une femme. En tout cas, merci pour cette pensée du jour. On est déjà au mois de mars, c'est le mois de la femme. Aujourd'hui aussi, nous recevons une grande dame de la République démocratique du Congo qui vous a suivi. On va demander un peu, sauf si vous avez encore explicité un peu la pensée du jour, mais nous allons demander un peu à Madame la ministre ce qu'elle pense de votre pensée. Qu'est-ce que vous pensez de cette pensée-là, Maman Bazaïba? Merci beaucoup, Père. Ce que je pense de cette pensée de Madame Patricia Temoni, pensée du jour, bon, ça c'est un peu pourri. Merci beaucoup, ma fille. En tout cas, félicitations. Moi, j'ai retenu une chose parce que je ne retiens pas beaucoup. La féminité, c'est la douceur, mais aussi la fermeté. Ça, c'est super. Et vous vous retrouvez, permettez-moi que je puisse à tout moment vous paraphraser. Vous vous retrouvez, n'est-ce pas, dans Merci beaucoup. Permettez-moi, et tout à fait, la féminité, oui, c'est ça, c'est la douceur d'une mère et tout ça, mais aussi c'est la fermeté. Le reste est très bon. Moi, je préfère retenir ça et permettez-moi, je vais commencer à vous paraphraser. Absolument. Avec plaisir, Madame la ministre. Avec plaisir. Je vous en prie, Madame Patricia, ma fille. Alors, Madame la ministre, Madame l'avocate, Madame l'honorable, moi bon, peut-être j'exagère, puisque moi je vous appelle Dada, mais là j'exagère, mais c'est une vérité. Vous faites la fierté de la République démocratique du Congo, surtout à partir de ce que vous venez de nous expliquer là, comment vous avez résisté même à des pressions dans votre responsabilité. Je crois que nous avons besoin de politiciens comme vous et aussi surtout des femmes fortes comme vous. Alors, il y a quand même un projet que quand vous êtes, disons, comme ministre, c'était à votre époque, c'était un projet d'installation de deux centrales électriques de transformation de déchets qu'on appelait déchets solides en énergie électrique. Comment finissent ces projets-là? Oui, nous avons plusieurs projets. Il faut dire que j'ai signé quand même beaucoup de MOU avec des partenaires qui sont venus investir dans ces domaines de l'énergie propre. Notamment, il y a du côté énergie hydroélectrique, l'énergie photovoltaïque, l'énergie par biomasse et même l'énergie à partir de la transformation des déchets. Mais souvent, les partenaires, ils viennent, ils parlent, vous signez des MOU et ils partent plutôt pour faire le fundraising, la mobilisation des fonds. Et ils s'éternisent. Je pense que la meilleure approche serait de nous prendre en charge nous-mêmes. Donc, ces projets, pour vous dire que ça piétine encore jusqu'à ce jour, mais les contrats ont été signés, tout était fait. Les projets qui peuvent marcher, il faut ce que moi j'appelle le financement sécurisé. Financement sécurisé, c'est-à-dire vos propres fonds, votre propre fonds, et vous orienter selon vos propres besoins et vos propres priorités. Parce que les partenaires, ils viennent, ils ont leurs idées, ils ont leurs priorités, et ils veulent, à partir des fonds qu'ils vont gagner de vous, faire exécuter donc leurs idées. Donc, ce ne sont pas des dons ou de l'aide humanitaire qui développe les pays. Nous devons quitter progressivement l'approche de l'aide vers un partenariat gagnant-gagnant. Peut-être c'est ce qui retarde un peu. Comme je vous disais tantôt que avec des fonds propres, nous sommes en train de construire donc le centre pour la surveillance des forêts. Avec des fonds propres, nous allons aller aussi dans la gestion des déchets, mais il y a quand même entre-temps de certains partenaires, deux où nous avions signé les accords, qui sont dans la gestion des déchets, qui vont amener jusqu'à l'énergie. L'énergie hydroélectrique, il y a mon collègue de ressources hydrauliques et énergie qui venait de signer un contrat important avec des Tunisiens
et qui ont aussi leurs partenaires qui ont déjà commencé l'exploitation des gaz dans le lac Kivu. Et puis, il y a d'autres contrats sur l'exploitation de l'énergie hydroélectrique dans le plan directeur où nous avions identifié environ 400 et quelques sites pour les mini-barrages flottants et d'autres barrages, etc. Et moi-même, j'ai pu booster le démarrage d'un projet important dans les Mitoaba. Là, on est dans les Hauts-Katanga. On appelle ça projet qui paille. Pour la première fois, un Congolais, avec un financement de 530 millions de dollars qu'il a pu mobiliser, il est en train de construire les centrales hydroélectriques vers Kalera, dans le Mitoaba, les territoires de Mitoaba. Ça va aider non seulement à soutenir l'économie, le développement de la contrée, de la population avoisinante, mais ça va aussi appuyer la zone d'exploitation minière de Tenke-Fungurume, parce que, comme vous le savez, nous avons exigé la transformation locale de nos ressources, mais ça nécessite beaucoup d'énergie. Il faut vraiment d'énergie parce que c'est ça la condition pour gagner la transformation locale des ressources minières. Donc voilà ce que je peux répondre à ce sujet. Alors, il faut dire que, s'il vous plaît, oui, si vous permettez, ce projet a été refusé par l'Union européenne, avec comme motif d'abord que la rétention des eaux de la rivière Lufira va provoquer les inondations, ça va déranger le parc de Kundelungu et le parc de Upemba. Je suis allé personnellement moi-même par hélicoptère, par moto, j'ai fait la moto, l'hélicoptère, les véhicules, les pieds pour calculer les lits de la rivière et toute la montagne et tout ça. J'ai vu, ça n'avait rien à voir. La vérité est que comme il n'y avait pas l'implication directe des partenaires venant de l'Union européenne, c'était ça le problème parce que les citoyens congolais dont il est question, M. Munga, que j'ai découvert, Eric Munga, et il est aussi de la FEC, avait mobilisé ses fonds au Brésil et dans des Exim Bank chinoises. Voilà. Et j'ai fait obtenir qu'on puisse voter les projets parce que plus il y a la desserte en électricité dans le pays, moins on fait des pressions dans la forêt primaire, on n'utilise pas le bois comme énergie et ça c'est une matière environnementale, c'est une bonne stratégie de protection des forêts. Voilà des éléments importants, j'allais souligner. Alors, ce que j'apprécie dans votre travail, vous savez trouver l'équilibre entre des rencontres internationales et puis aussi le travail sur le terrain, donc dans le pays. Alors, nous allons suivre un petit film, ce n'est pas long, et puis nous allons revenir à vous, hein, vous allez découvrir, hein, puisque ça m'a fait un peu rire de vous voir dans cette petite vidéo. Je viens de finir ma cuisine. Maintenant, je dois la débarrasser et la rendre propre. Mes frères et sœurs, ne jetons pas n'importe où nos ordures et autres déchets ménagers. Regardez chez moi, j'ai 3 paniers. Le panier jaune, j'y jette tous mes déchets organiques. Le panier bleu, j'y jette des canettes et des papiers. Le panier blanc, j'y jette toutes mes bouteilles en plastique, s'il vous plaît. Mes chers frères et sœurs, ne mélangeons pas nos déchets, car cela nous apporte des maladies et détruit notre environnement. Parce que recycler les déchets plastiques, c'est protéger la nature de manière responsable. Ensemble, avec Kintoko, rendez vos efforts d'assainissement rentables. Kintoko, je rends ma ville propre et je gagne de l'argent. Alors, Madame la ministre, c'est un grand défi, hein, votre conseil. Est-ce que dans la ville comme Kinshasa, vous avez été écouté? Non, pas encore. Nous sommes dans les débuts. J'ai essayé de faire ça en toutes les langues. Français, Kikongo, Swahili, Lingala, Chiluba. Et puis, on doit les accompagner. Je viens de faire passer la commande donc des poubelles
colorés comme ça que nous allons commencer à déposer dans des ménages, dans des quartiers pilotes. Et entre-temps, nous demandons à chacun de s'approvisionner dans ces poubelles-là. Vous savez, la gestion des déchets constitue un grand défi pour nos grandes villes, pas seulement Kinshasa, mais toutes les autres grandes villes du pays. Rien que Kinshasa, aujourd'hui, la densité de la population avoisine 15 millions d'habitants et nous produisons plus ou moins 10 000 tonnes de déchets par jour. Déchets solides, biodégradables et non biodégradables. Notre vie quotidienne, la population congolaise, nous mangeons du pondu. Vous pouvez prendre environ 1 kilo, 2 kilos de pondu. Vous en consommez 500 grammes. Les restes, c'est des déchets. Les matembele, pareil. Les chikwang, pareil. Beaucoup de choses nous utilisons. Les bananes plantains, c'est pareil. Vous achetez des bananes plantées. Après, quand vous épluchez, vous voyez un peu les déchets. Là, on est dans les déchets ménagers. Mais où est-ce qu'on les jette? Le grand défi que nous avons au niveau de nos grandes villes, c'est la politique de collecte, d'évacuation des déchets, le transit, la transformation, la gestion dans son ensemble. C'est toute une chaîne qui nous a échappé parce qu'on n'en avait pas eu l'éducation avant. Nous avions tellement des espaces, ce n'était pas ça un défi. Vous aviez vos déchets, vous creusez, vous jetez. Mais plus il y a l'augmentation de la démographie, n'est-ce pas, des espaces là où nous habitons, nous les cimentons, nous mettons des pavés, on ne sait plus où jeter des immondices. On commence à les jeter dans les canives. En son temps, on n'avait pas de problème. Donc ça, on est en train de repenser. C'est pourquoi nous avions présenté un plan d'action, d'assainissement, un plan d'urgence, peut-être pour les correspondants qui sont avec nous et ceux qui nous suivent. Le gouvernement central, en matière de gestion des déchets, n'a la responsabilité que des stratégies et de la politique. L'opérationnalisation, ce sont les provinces et les municipalités. Je pense, même à l'étranger, c'est comme ça. Alors, les municipalités ont l'appui avec des taxes, des amendes transactionnelles, la brigade politique, etc. La sensibilisation, c'est la responsabilité des municipalités, mais aussi voilà un petit... Les déchets, oui, oui. Juste une phrase pour dire, c'est l'économie circulaire. C'est dans l'économie circulaire. Nous en appelons donc à tous les privés d'investir dans la gestion des déchets. Ça rapporte gros. On aura peut-être l'occasion de nous focaliser parce qu'il nous faut toute une émission pour n'expliquer que ça. Nous avons déjà commencé. On a 2 grandes usines de transformation des déchets à Kinshasa. On les fait aussi ailleurs. Il y a la transformation des bouteilles en plastique en pavé et tout ça, mais ça demeure jusqu'à présent un défi. Oui, alors, comme vous dites, donc prochainement, nous allons avoir une autre émission pour expliquer un peu plus. Vraiment, c'est très important puisque vous faites beaucoup de choses et que nous devons faire connaître. Alors, en attendant, on vous donne un peu de temps de respirer pour aller en France, pour écouter quelques nouvelles. Ça sera vraiment rapide puisque c'est vous... disons, l'invité aujourd'hui, mais nous donnons aussi la parole à notre correspondant en France, le professeur Alfred Chango. Madame la ministre, c'est notre compatriote qui nous représente à l'Université de Sorbonne. Il est professeur à l'Université de Sorbonne. Il est notre correspondant du dialogue en France. Alors, professeur Alfred. Laissons. Oui, merci beaucoup, Jean-Pierre. Et puis, je suis ravi vraiment d'entendre Madame Eve Bazaïba. Je la suis depuis longtemps et très fier d'elle dans la mesure où elle s'inscrit dans la continuité de ces premiers, puisque nous sommes au mois de mars, depuis 1975, le 8 mars, quand on prend les ministres que Mobutu avait nommés à l'époque, les toutes premières, et puis par la suite les grandes comme Ekila Liunda ou Nzuzi Wambombo,
Elle s'inscrit vraiment dans cette lignée-là, mais dans les jeunes générations, et je pense qu'elle incarne quelque chose de puissant, et elle incarne aussi quelque chose de fort dans l'empowerment féminin dans notre pays. En tout cas, bravo, félicitations à elle. Beaucoup d'admiration pour Eve Bazaïba. Puisqu'il faut aller vite, j'ai retenu ici en France 2 informations majeures. Vous savez que depuis hier, le Parlement s'était réuni en congrès à Versailles pour voter la loi sur l'IVG, hein, l'interruption volontaire de grossesse. Sur 780 parlementaires, 72 ont voté contre. Je ne surprendrai pas Jean-Pierre en disant que les évêques de la conférence épiscopale de France aussi ont voté contre, le Vatican aussi naturellement, mais c'est une avancée considérable pour les femmes ici en France. Cette loi va être scellée définitivement par le garde des Sceaux le 8 mars prochain à 12 heures précises. D'habitude, ça passe par le journal officiel, mais symboliquement, vraiment, on va retrouver la formule ancienne du garde des Sceaux. Donc, il y a un tampon officiel qui va sceller cette loi du 4 mars 2024. Deuxième information, c'est toujours par rapport au président Macron qui est parti en visite officielle en République tchèque et qui est revenu sur le point de cristallisation de l'actualité autour de l'Ukraine. Il a encore rappelé que sa position pour dire qu'il faut envoyer des troupes au sol, c'était pensé et réfléchi, et il place tous les Européens devant leurs responsabilités parce qu'il considère que Poutine est devenu et incontrôlable. Donc, il faut une réponse ferme. Chaque Européen, chaque État européen doit prendre des décisions là-dessus. L'autre actualité, c'est plutôt par rapport aux études. Et il y a une étude qui a été faite par GenderScan qui montre qu'en France, depuis la loi de l'ancien ministre de l'Éducation nationale, l'enseignement supérieur Blanquer, il y a 2 ans, il y a moins de filles dans les filières scientifiques, en tout cas dans les écoles d'ingénieurs, il y a moins de filles. Ça se plafonne à 29% de tout l'effectif des filles dans les grandes filières scientifiques. Et donc, on est en train de revenir là-dessus pour pousser le plus possible l'entrée des filles dans ces filières, justement, scientifiques. Enfin, une autre petite nouvelle, c'est la Coupe d'Europe qui va se jouer et le problème qui se pose au Paris Saint-Germain autour de Mbappé et des crispations de l'entraîneur du Paris Saint-Germain vis-à-vis de Mbappé qu'il considère comme ne faisant presque plus partie de son effectif. Et donc, il y a des tiraillements entre les deux. Dernière petite nouvelle, mais par rapport au Royaume-Uni, on a vu aujourd'hui pour la première fois Kate Middleton, donc la princesse de Galles avec sa mère, sortir brièvement en voiture. Et donc, on attend son retour sur la scène publique parce qu'on se souvient qu'elle a été opérée il n'y a pas longtemps. Et on apprend effectivement qu'elle souffrirait de la maladie de Crohn, hein, et que donc elle est en train de récupérer. Voilà en gros les quelques informations que je voulais faire passer ce soir. En tout cas, une profonde admiration pour Eve Bazaïba. Merci beaucoup. Alors, nous revenons à notre invité du jour. Maintenant, nous allons encore, puisque j'ai reçu beaucoup de vidéos de notre invité, mais on va se contenter un peu de 3 seulement aujourd'hui. Madame la ministre, vous êtes très active en fait. Hein? Ça, c'est l'admiration pour Madame Dalla. Mais le problème est qu'à certains moments, vous sentez qu'il faut aller sur le terrain. Et quand vous voyez par exemple la ville de Kinshasa et
parle de problèmes d'environnement. Il y a même un spectateur qui nous suit, qui a posé une question. Je vais vous la transmettre après avoir suivi cette vidéo pour voir comment vous vous êtes engagé. Vous avez même mobilisé le génie militaire pour essayer d'assainir, disons, pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. C'était quelque temps avant la prestation de serment du président Tshisekedi. Nous allons suivre ces petits morceaux de vidéos et puis nous allons revenir à vous. 20 janvier 2024, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo commence son nouveau bail. Une cérémonie grandiose de prestation de serment connaîtra la participation de plusieurs hôtes des marques. La ville capitale doit se tenir prête et propre. La ministre d'État, ministre de l'Environnement, F. Bazaïba, a mobilisé les génies militaires pour les travaux d'assainissement, notamment évacuation d'immondices, curage des rivières et rafraîchissement sur le bordure du boulevard. Partie du Saut de Mouton, 24 novembre, cette caravane de propriété est passée par Kitambo Magasin, Gombe sur la place de la gare centrale avant de chuter à l'aéroport de Ndjili. Maintenant, avec la nouvelle mandature du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, nous mettons l'environnement assainissement au premier plan. Et là, il a donné cette vision, les instructions claires et précises via le VPM à la Défense pour appuyer l'environnement dans son travail. Et nous apprécions la capacité d'action des génies militaires. On ne va pas les lâcher parce que nous avons les deadlines du travail par rapport, par exemple, à l'investiture, c'est 20 janvier 2024, mais nous allons aller au-delà de ça. On a un plan d'urgence et moi, j'apprécie non seulement l'expertise, mais c'est aussi les engins dont il dispose. Et je me répands même de n'avoir pas en son temps utilisé les génies militaires à bon escient. Nous sommes en train de travailler, vous allez voir, dans 100 jours, vous allez voir ce que va devenir la ville de Kinshasa. Et ça ne sera pas seulement Kinshasa, parce que Kinshasa n'est pas le Congo, quand bien même c'est le miroir du Congo, nous allons entamer aussi la même démarche dans d'autres grandes villes à travers les provinces. À l'aéroport de Ndjili, grand portail d'accueil, rien ne doit être laissé au hasard. Avec le directeur général de la RVA, Léonard Ngomambaki, la ministre d'État a inspecté le salon présidentiel et s'est assuré que tout est en place pour honorer la République. Voilà. Madame la ministre, après la cuisine, on vous voit sur le terrain avec démarche déterminée, hein, on dirait même un soldat, quoi, comme on dirait. Et vous parcourez la ville pour assainir la ville. C'est fantastique ça. Quel courage d'abord. Hein, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête pour faire comme ça? Puisqu'il faut du courage. Ouais, on dirait que c'est un peu bloqué là. Je crois qu'elle va nous revenir. Le temps de récupérer d'abord notre ami Yves. On va essayer de vous récupérer. Vous êtes déjà à la maison. Oui, bonsoir. Il y a Madame la ministre qui a des problèmes de connexion. Je crois que le temps pour elle de nous revenir. Nous allons d'abord vous écouter, Yves, avant de revenir à la ministre. Alors, quelles sont les nouvelles que vous nous apportez? Bonsoir, Père. On est déjà en plein voyage à travers l'Afrique. Là, je viens de faire Addis Abeba, Djouba, Addis Abeba et Addis Abeba, Kinshasa. Et je voulais parler du Sud-Soudan, d'où je viens. Les nouvelles ne sont pas très rassurantes. Comme vous savez, le Sud-Soudan, 2 années après son indépendance, est entré dans une guerre civile. Et malheureusement, le cycle de transition pour des élections apaisées est en train d'avoir de l'eau dans le gaz, dans la mesure où le vice-président Riek Machar est en train de faire voir à la place du monde que
l'accord de paix n'est pas respecté par le pouvoir de M. Salva Kiir, le président Salva Kiir. Et donc, le samedi passé, il y a eu un important point de presse tenu par le représentant de M. Riek Machar, dans lequel il a fustigé le non-respect du cantonnement des militaires, le non-respect par le gouvernement de certains termes de l'accord qui a justement conduit à ce qu'on puisse penser qu'il y aura des élections au mois de décembre. On parle du 24 décembre 2024. Et il y a un autre problème, c'est que avec la guerre à Khartoum, il y a des difficultés pour la vente du pétrole sud-soudanais. Et conséquence, le budget de l'État est très sérieusement affecté par la situation. Et donc, selon toute probabilité, l'opposition est en train d'appeler à ce qu'il y ait un report des élections. Il y a encore 9 mois avant la date fatidique des élections. Il y a certains acteurs politiques qui sont encore confiants, mais beaucoup de leaders de l'opposition et de la société civile sont en train d'émettre des vives préoccupations par rapport à ce qui adviendra en décembre 2024 au Sud-Soudan. Bon, c'est un pays voisin au nôtre et quitte à nous à savoir comment est-ce que nous allons nous préparer ou gérer ce qui peut arriver là-bas. Comme on a la ministre d'État avec nous, j'espère qu'elle pourra aussi en toucher un mot aux preneurs de décision chez nous. Voilà, elle va revenir bientôt et puis alors nous allons d'abord l'écouter par rapport au film. Si vous me permettez, puisque j'ai une connexion assez bizarre là maintenant, je ne sais pas pourquoi, je voulais juste vous demander de lui poser une question pour moi. Alors rapidement, on l'appelle souvent la dame de fer. Oui, la ministre est là maintenant. Si je ne suis pas là. Alors, elle est rentrée au bon moment. Comme ça, nous allons d'abord lui donner la parole, puisque vous savez la difficulté de connexion en République démocratique du Congo. Alors, on va profiter d'elle. Alors, on venait de suivre Madame la ministre. Vous avez vu, disons, la petite vidéo où on vous voit descendre sur le terrain après avoir vu que vous étiez dans la cuisine. Et puis maintenant, on vous voit sur le terrain avec une tenue aussi adaptée pour le terrain, en train de marcher. Comme je disais, c'est comme si vous étiez même un militaire, disons, pour aller, pas parler comme ça, mais essayer de vous impliquer pour la propriété, l'assainissement de la ville. Quel courage, Madame la ministre. Oui, bon, c'est un devoir, de toutes les façons, c'est un devoir de la fonction. Comme je vous avais dit tantôt, c'est vrai que nous peaufinons des stratégies au niveau national, mais nous avons le devoir aussi d'accompagner les provinces. Je vous avais déjà dit notre faille, notre difficulté au niveau des gestions des provinces et municipalités sur les déchets, mais là, on s'apprêtait à une très, très grande activité d'investiture du chef de l'État. J'étais très mal à l'aise, donc je ne pouvais même pas, je me dis, mais comment on va concilier les poubelles et l'organisation de cette cérémonie. Et j'ai pu obtenir donc du gouvernement, de la présidence, du vice-premier ministre à la Défense, que je puisse mettre en contribution les génies militaires. Et on a pu travailler ensemble parce que le ministère de l'Environnement n'a pas d'engin, des pelles chargeuses, des bennes à les transporter. Nous avons travaillé aussi avec l'équipe de l'OVD, Office de voirie et drainage. On a essayé de donner un coup de pouce à la ville. C'était tout simplement ça. Et je pense que maintenant, les choses vont changer parce qu'on vient de signer un gros contrat avec des partenaires turcs dans la gestion des déchets. Donc, on a eu vraiment des investisseurs qui vont venir avaler, absorber tous ces déchets, les transformer, comme je vous ai dit, dans le cadre de l'économie circulaire. Et notre devoir sera maintenant de l'éducation à l'assainissement. C'est la partie la plus importante, à partir de nos foyers, nos quartiers, nos communes, nos bureaux, nos églises, les hôpitaux et tout le reste.
ce serait ça. Merci. Alors peut-être les auditeurs ne vont pas me pardonner si je ne fais pas parvenir leurs questions. Il y a Arlie Kinda qui dit, Madame Bazaïba, quelles ont été les mesures prises sur la gestion des déchets non biodégradables en RDC? Voilà, c'est une question qui vient de quelqu'un ou de quelqu'un qui nous suit. Voilà. Merci beaucoup. La première mesure, elle est légale. Bientôt, là, nous allons rendre public l'arrêté interministériel qu'on aura fait signé avec le ministre des Finances sur capter les taxes des éco-taxes et des éco-redevances. C'est-à-dire tous les produits importés en République démocratique du Congo qui constituent des déchets solides non biodégradables doivent être taxés. Et cette taxe va nous permettre de travailler pour leur enlèvement, leur gestion. Il y a le pneu, il y a tout ce qu'il y a comme épave de véhicules, il y a tout ce qu'il y a comme des déchets électroniques, tout ça. Parce que si on dit qu'on est à 15 millions d'habitants, comme à Kinshasa par exemple, au moins 100 000 téléphones peuvent tomber à panne dans l'espace de 3 mois. Où est-ce qu'on les jette, où est-ce qu'on les fait? On tient aussi compte de tous les autres pays. Ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure, c'est que désormais, on a des sites de transit. En Djili Brasserie, nous avons 5 hectares pour les déchets solides, on a 10 hectares pour les autres déchets, les plastiques et tout le reste. Nous allons procéder au triage. Et là, les partenaires qui veulent s'approvisionner en termes des autres déchets transformables, ils vont nous rejoindre là-bas. L'autre mesure, c'est justement la taxation, la mise en œuvre de l'arrêté provincial sur la gestion des eaux usées, la gestion de tous les restes des déchets. Mais lui, il a posé la question plus sur les non biodégradables. On vient aussi de signer un contrat avec un partenaire qui va nous amener l'usine de gestion des véhicules, comme on le fait en Europe, la chirotte des véhicules, pour les dépiécer, voir ce qui est utilisable et tout le reste. Il y en a aussi qui transforment déjà d'autres déchets solides en barres de fer et tout le reste. Ben, voilà. Alors ce qui me reste, ça va venir peut-être après déjà, mais je devance déjà ça. Quel conseil, puisque vous êtes un modèle pour beaucoup de jeunes filles, surtout qui s'engagent dans la politique, mais là, vous allez me répondre après. Je laisse maintenant la parole aussi aux autres membres de l'équipe du dialogue avec, de poser des questions, commençant d'abord par Madame Patricia Temouna, qui voudrait aussi vous poser des questions. Voilà, mais tout justement, ma question revient sur le conseil aux jeunes femmes, en fait. Donc, quel était votre modèle dans votre jeunesse, si vous en aviez un, qui vous a inspiré, en fait, qui a inspiré votre parcours et tout ce que vous avez fait? Je vais pas vraiment revenir sur tout ce que vous avez fait parce qu'on a très bien entendu, mais je retiens quand même quelques mots qui sont très importants et qui m'inspirent moi aussi en tant que femme et en tant que femme qui travaille, etc. Donc, je sens vraiment en maman Ève la résilience, la détermination, le courage, l'abnégation et aussi la douceur d'une femme. Donc, ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est Maman Ève Bazaïba, présidente de la République, est-ce qu'on peut l'envisager un jour? Ok, je réponds du tic au tac ou j'attends les autres questions? Non, allez-y d'abord. Ok, merci beaucoup. Modèle de femme au niveau le plus restreint, c'est ma mère. Ma mère, c'était une femme très courageuse. Vraiment, je ne sais même pas comment la définir. La pauvre, elle n'est plus, elle a précédé dans l'au-delà. Et dans le milieu public, mon modèle, c'était Madame Adrienne Kilalionda. La première vue, c'est sa tenue. Sa tenue. Il y a encore un petit souci là.
Ah, les problèmes de connexion, cette connexion qui ne nous permet pas de bien faire les choses. Alors, elle va revenir, elle va revenir. Elle va revenir. Et je crois qu'avec un peu de patience, elle va revenir. Oui, oui, oui. Oui. Alors, c'est pour vous faire rire. Vous voyez un peu le visage de Yves? Il a disparu, là. Non, Yves vient de m'écrire qu'il est dans le noir. Voilà. Ah, il oui, apparaît oui, quand même. Ça, c'est la réalité, hein, Yves. Le pauvre. Bienvenue à Kinshasa. Yves, il faut encore un peu de patience. Oui. Madame la ministre répondait à des questions de Patricia, mais elle est aussi bloquée. Elle va nous revenir. Et puis, voilà. Oui. Et, donc, décidément, il faut qu'on fasse quelque chose pour cette connexion au Congo. Ah oui, mais on ne sait pas. Hein. C'est depuis longtemps. Il faut que le gouvernement prenne des mesures. On va demander ça aussi à... Et voilà, exactement. Que c'est depuis longtemps que ça dure comme ça, les problèmes de connexion. Ça ne favorise pas le développement. Non, pas vraiment. Même Yves ne parvient même pas dans le noir à vu ça? Il faut non, parce que lui, il n'a pas d'Internet. C'est vraiment triste, cette situation. Oui. Donc, pour un grand pays comme ça, c'est incroyable. Hein? Ah oui. Alors, donc, attendons un peu. Je crois qu'elle va vite revenir. Si, elle va revenir. Et donc, pour répondre déjà à la question de Patricia. Et alors, nous allons voir aussi si nous allons récupérer Yves qui est dans le noir. Mais sinon, on attend Madame Bazaïba et je crois que on espère aussi que sa batterie tient encore, puisque on ne sait jamais. Vraiment. C'est triste, hein, Alfred. Voilà, ce n'est pas la Sorbonne. Hein. Non, mais franchement, notre pays, c'est quand même un gros problème avec toutes les richesses dont nous disposons. Que nous en soyons là, c'est incompréhensible. Au moins, il y a des secteurs où on aurait pu être en avance par rapport à d'autres, hein, notamment en termes de connexion Internet, en termes de fournisseurs nationaux, mais on n'en a pas, on dépend tout le temps des autres, et bien voilà ce qui arrive. Hein. Et ça, c'est encore dans la capitale Kinshasa. Imaginez à l'intérieur du pays. Bon, là, ils n'ont pas de soucis puisqu'ils n'ont jamais eu de l'électricité, mais c'est quand même triste. Oui. J'entendais Yves là en train de dire un mot, mais... Non, Yves a disparu. Hein. Il n'est même pas dans les rooms là-bas, donc il faut attendre encore qu'il revienne. Il est dans les noirs. Donc là, c'est les grands soucis. Oui. Non, mais il faut vraiment, si la ministre revenait, mais vraiment qu'il prenne à bras le corps ce problème-là, parce que ce n'est pas possible. Alors, elle m'écrit que si tu es inaccessible, peut-être je lui envoie encore le même lien. Oui, vas-y. J'essaie de lui envoyer le lien de l'émission, puisque là, elle me dit que le site est inaccessible. Donc, c'est ce que je fais. Espérons que... Ah, il y a quelqu'un... Alors, oui, elle est là. Elle est rentrée. Alors, voilà. Dommage. Ah, non. On a besoin de vous, Dada. On a besoin de vous. Désolé. Alors, je prends toutes les questions et puis je réponds une fois pour toutes pour éviter. Je ne sais même pas où est-ce que je m'étais arrêté. Alors, c'était d'abord la question de Madame Patricia. Hein, voilà. Et qui la Lionda. Oui, modèle de femme. Ah, oui. J'avais dit au niveau public, c'est qui la Lionda. Alors, Madame Bazaïba, présidente de la République, et pourquoi pas? Je suis croyante, j'ai dit seulement à Dieu, comme Marie, mère de Jésus, avait répondu. Je suis sa servante qui fasse de moi ce qu'il veut. Mais je continue mon parcours. Voilà. Voilà. Alors, Alfred, vous avez... Alors, je vais commencer vraiment par ce qu'on disait là quand Madame la ministre n'était pas là. Hein, voilà, exactement. C'est quand même un problème sérieux, hein, mais je peux dévancer cette histoire de connexion. Vas-y, oui. Le gouvernement devait quand même un peu serrer toutes les compagnies de téléphonie, puisque
c'est terrible depuis des années que la connexion n'est pas bonne, que ça coûte cher d'abord aussi, mais le problème de connexion, on n'arrive pas à bien travailler, à faire de bonnes émissions alors qu'on a des bons sujets, parce qu'il y a des problèmes de connexion. Voilà. Alfred, vite la question avant. Alors, vite vraiment, mais très simple. C'est j'ai vu il n'y a pas longtemps un reportage sur Kolwezi et l'exploitation du cobalt par les Chinois et les dégâts que ça cause au niveau de la pollution des rivières à Kolwezi. Et toujours dans le même ordre d'idées, la question de l'importation des véhicules polluants en RD Congo et le problème des motos qui aident, mais en même temps qui causent beaucoup d'embouteillages à Kinshasa en particulier. Ok, merci beaucoup. Pour Kolwezi, dans l'ensemble même du Katanga, qui est le bastion d'exploitation minière, les exploitants miniers, vous savez, d'abord, ils utilisent des procédés vraiment polluants pour nettoyer leurs minerais. Vous savez que les cobaltes et les cuivres sont... Alors, ah oui. Est-ce que je suis en ligne? Oui, vous êtes encore en ligne. Vous êtes encore en ligne. Est-ce que je suis en ligne? Oui, okay. Vous êtes en ligne. Merci. Vous êtes en ligne. Vous êtes en ligne. Oui, vous êtes en ligne. Voilà. Oui, je disais, les exploitants forestiers dans leur ensemble utilisent des procédés vraiment polluants pour nettoyer les minerais. Ils utilisent l'acide sulfurique principalement. Alors, ils ont les bassins de décantation qui doivent respecter les normes environnementales. D'abord, de là où on exploite et là où on nettoie les minerais, ça doit être très loin de la population. Et ces bassins de décantation, il y a des normes. Il y a des normes pour les utiliser. On n'a pas d'autre choix. Il n'y a que ça pour obtenir les cuivres. Alors, c'est un peu comme le revers de la main d'obtention de ces minerais où on ne peut pas manger les omelettes sans casser les œufs. Alors, il y en a qui ne respectent pas ces normes. Oui, vous êtes encore là, Madame la ministre. Vous nous entendez? Ça passe? Est-ce que vous nous entendez? Madame la ministre, vous nous entendez encore, je crois, puisqu'elle est encore là. Vous êtes en ligne, vous pouvez continuer à parler, Madame la ministre. En tout cas, vous êtes encore en ligne, Madame la ministre. Oh, voilà, elle se battait pour rester, mais... Alors, Yves, vous avez maintenant un peu encore de lumière, hein, voilà. Vraiment, c'est des jeux de lumière, là. Hein. Ouais. C'était incroyable. Et nous sommes à Gombe. Hein. Alors, si Madame la ministre vient, il est temps de lui poser la question rapidement et nous allons essayer de la libérer, puisque sinon c'est une souffrance aussi pour elle. Si on le voit, hein. Oui. La bonne volonté. Dès qu'elle revient, alors Yves, vite la question. C'était encore quoi la question là, puisque toi Dame de fer. Oui, non, bon, la dame de fer, moi j'en ai déjà parlé un peu. Voilà. Oui. La question, c'est est-ce qu'elle aime qu'on l'appelle la dame de fer? Parce que dans la réalité... Ah oui, peut-être si elle aime. Bon, voilà, ça, il faut poser vite et puis alors on va clôturer, sinon... la réalité, comme ça. C'est Margaret Thatcher. Voilà, elle est en train de revenir, comme ça. Vous posez vite cette question et puis on va essayer. Alors, elle est revenue et puis elle est repartie. C'est question de patience un peu. Hein. Ah oui, ça, on est tranquille là-dessus. Mais c'est mieux encore que quand on a eu
la députée, comment elle s'appelait encore? C'est ça. Ça, c'était terrible, hein, plus que ça. Oui, ça c'était vraiment... Madi, je crois. C'est ça, oui. Ça, c'était pire. Oui. Ouais. Alors, elle est en train de se battre pour revenir, et puis alors, il veut vite la question. Au moins, elle a dit l'essentiel. Hein, oui, je crois que... C'est le plus important, quoi. Oui. Peut-être si elle était à Kinshasa, au niveau des bureaux, ça oui, il n'y aurait pas eu de problème. Ça aurait été mieux, puisque là, en plus, à Kisangani, elle hésitait beaucoup, puisque elle n'avait pas les fonds, ainsi de suite. Bon, on va voir. Alors... Solange Masombuko. Père, être à Kinshasa, ça ne veut pas dire qu'on a certainement une meilleure connexion qu'à l'intérieur. Tu as vu le message de Solange Masombuko? Elle dit, pour nous poser aussi la question. Oui, mais ça, je ne peux pas afficher. Elle n'a qu'à poser directement la question. C'est ça, mais elle te demande si elle peut poser la question. Mais on n'a pas interdit. Les autres avaient déjà posé la question. N'est-ce pas? Ok. Donc, là, c'est justement poser la question. Mais le problème est que d'abord, il faut que notre invité revienne. C'est ça un peu notre tristesse. Alors, je vais voir si... Renvoie le lien. Oui, c'est ce que je vais essayer de faire. Peut-être que un site inaccessible. Je vais essayer de lui envoyer encore le lien. Comme ça, on va voir. Voilà, espérons qu'elle va vite se reconnecter comme ça. Non, ça nous empêche de faire des bonnes émissions quand même quand l'invité a des problèmes comme ça de connexion. Oui. Et en plus, là, c'est vraiment très important, très intéressant. Oui, ce sont des sujets très intéressants, de connaître les réalités et puis ce dynamisme. Elle est passionnante, hein? Ah oui, absolument. Ouais. C'est rare parce que nos ministres, il y en a qui font du bon travail, mais pour en parler avec tant de passion, elle parle. Mais ce que Jean-Pierre a dit, c'est-à-dire que du droit à la maîtrise de l'environnement, alors qu'elle n'avait pas exercé avant, bon, malgré les responsabilités, mais elle en parle avec une telle passion, et on a l'impression qu'elle a fait ça toute sa vie. C'est captivant. Oui. Et puis j'ai aimé, hein, elle est née sur les feuilles des bananiers. Dans la forêt. Dans la forêt, c'est formidable. Alors, cette fois-ci, elle traîne pour revenir. Vraiment, il faut qu'elle revienne comme ça, on clôture quand même l'émission. Sinon, ça ne va pas. Il faut qu'elle ait le dernier mot quand même. Oui, comme ça, elle a le dernier mot. Elle a fait l'essentiel. Ouais. Et le vendredi prochain, notre Alfred va fuir les femmes. Pourquoi? Puisque c'est là en mission. Je serai en mission, donc... ok. Oh là là. Donc, vous allez me lâcher. Mais c'est ce que Jean-Pierre m'a dit. Je dis, mais non. Tu ne seras pas là vendredi? Non, je ne serai pas là, malheureusement. Bah, écoute, je ne sais pas comment... Parce que je serai... Si j'ai une bonne connexion, je serai là. Ah oui, mais oui. Non, parce qu'à ce moment-là, je serai dans le TGV et puis donc... c'est compliqué, C'est compliqué, oui. La connexion aussi, là, c'est compliqué. C'est ça, voilà, oui. D'accord. Je regrette d'avance, hein. Bon. Bon, espérons, croisons les doigts, elle est en train d'arriver, alors on va aller vite, on lui donne la parole. Oui. Oh non, de nouveau coupé. Elle était déjà là, mais je crois qu'elle est en train de se battre pour revenir. Et cette histoire de connexion, quand même, il faut que le gouvernement de la République démocratique du Congo essaie un peu de coincer. Hein, entre demain à Kinshasa. Ça la connaissance pour que certaines personnes.
Je n'ai pas suivi ta question. Elle à Kinshasa directement demain ou bien elle va encore passer quelque temps là-bas? Parce que Ah, si ça, je ne sais pas et je ne peux pas lui poser la question comme ça publiquement quand même. Si c'est demain, je suis sûr et certain qu'elle va appeler certaines personnes. Non, parce que c'est quand même triste, hein, puisque ça coûte cher et puis la connexion. Oui. Courant et qui. Ah, voilà encore, hein, voilà encore. Hein. Mais Yves, comme toi tu es à Kinshasa, comme tu es à Kinshasa, pourquoi tu ne vas pas voir Ebérande? Hein? Ebérande, c'est le ministre de numérique. Oui, oui. Bon, je ne crois pas que ce soit de son ressort, l'histoire de... Il ne soit pas de communication, disons... Il y a lui et Mouyaya, hein? Ils travaillent en synergie avec... Non, la communication, là, l'histoire de poste, quelque chose comme ça, il peut y avoir quelqu'un d'autre. Ah oui, c'est pas Mouyaya? Non, ça c'est au niveau des médias seulement. Ça c'est médias. Oui. Il y a l'entreprise, la RPTC, là. Oui. Qui s'occupe de ça. Eh oui. C'est quand même dramatique. Au numérique. C'est Ebérande. Oui. Numérique et nouvelles technologies. C'est lui d'ailleurs qui a la nouvelle sur la cybercriminalité. Exactement. Oui. Alors, je ne parviens plus à me connecter. Oh là là, ok. C'est dommage. C'est dommage. Oui. Il n'y a pas moyen de faire un miracle là. Hein? Bon. Bienvenue. Hein? Mes sincères excuses, voilà. Prions en synergie. Voilà, exactement. L'homme du Vatican. Ouais. Ok. On va clôturer alors. Ouais. Alors, nous allons essayer de finir comme ça pour aujourd'hui. J'espère que vendredi, ça ne sera pas pareil pour la journée de la femme. Hein. Alors, je vous rassure, je ne le fais pas. C'est même Madrid. C'est ça le problème. D'éviter les personnes qui sont au Congo. Ah, voilà, il faut vraiment au maximum éviter. Puisque oui. Sinon, ça va être catastrophique. Hein? Voilà. Ouais. C'est trop important. Exactement, oui. Ouais. Alors, nous regrettons de n'avoir pas fini avec la ministre, puisque les problèmes de connexion nous a déçus. Nous remercions quand même la ministre Eve Bazaïba, qui est ministre je crois, de l'environnement et du développement durable de la République démocratique du Congo, qui a été notre invité aujourd'hui. Et malheureusement, le problème technique est surtout lié à la connexion Internet et ne nous a pas permis de bien finir l'émission. C'est un rendez-vous que nous remettons à plus tard. Elle sera encore disponible prochainement, je crois que dans de bonnes conditions. Nous remercions tous ceux qui nous ont suivis à travers les réseaux sociaux, à travers YouTube, à travers aussi Twitter et Facebook. Nous remercions l'équipe qui est toujours là. Nous remercions donc Madame Patricia Temouni. Nous remercions Yves Kahacha qui a des difficultés aujourd'hui, lui aussi, hein, de connexion, puisqu'il se retrouve quelque part où c'est normal. Merci beaucoup au professeur Alfred Chango pour la participation. Nous remercions aussi Monsieur Benjamin Babunga pour le rappel historique, et lui aussi il est vite parti. Donc merci encore une fois à tous. Vous allez retrouver cette émission malgré ce qu'elle a été. Vous allez la retrouver demain à partir de 14h pour la rediffusion. Le rendez-vous, ça sera pour
Vendredi, ce sera le 8 mars, c'est la journée des droits de la femme et nous allons faire honneur à nos sœurs, à nos mamans pour cette journée et je vous remercie encore une fois. Et merci Patricia, merci Yves, merci Alfred et merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis. Et il ne me reste plus aussi qu'à vous souhaiter une bonne soirée pour ceux qui sont dans le même fuseau horaire que nous et une bonne journée pour ceux qui sont dans d'autres fuseaux horaires. Au revoir et donc à très bientôt et avec le même plaisir pour vous servir et aussi pour être à votre écoute. À très bientôt.